Université Paris-Descartes. Descartes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous partager mon écran. Pour ma part, je vais vous parler des tâches et épreuves des étudiants en e-learning. Pour situer un tout petit peu d'abord, recherche, je dirais que ça devient maintenant une réalité, hein, que le numérique a modifié passablement les modalités d'apprentissage. La crise sanitaire qu'on a vécue ici et qu'on vit encore en 2020 a modifié aussi profondément l'enseignement supérieur, la formation au sens très large. Juste quand même pour situer que cette recherche a débuté bien avant la crise sanitaire actuelle, puisque ça fait une dizaine d'années que l'ai entamée, poursuivie dans différentes institutions, je vais y venir juste après, avec une volonté très forte dès le début, analyser le travail de ces étudiants par l'angle sociologique, pour pouvoir éclairer certains aspects qui font partie souvent de ce qu'on a finalement qu'on n'arrive pas toujours à élucider, à comprendre au niveau des étudiants. Et donc au niveau de la méthodologie, plein de recherches assez variées et assez complémentaires, c'est-à-dire que j'ai analysé plusieurs dispositifs d'e-learning sur plusieurs années dans deux systèmes scolaires différents, le système belge et le système français, pour la simple et bonne raison que l'enseignement français propose depuis plusieurs années des cursus totalement en e-learning, et donc accueillait aussi un autre type de public que je trouvais intéressant d'analyser. Différents types de contextes, l'enseignement universitaire, mais pas seulement, l'enseignement supérieur non universitaire et également l'enseignement de promotion sociale, pour pouvoir justement analyser la modalité, si elle était subie. Alors, on va dire en ce moment, pour beaucoup d'étudiants, avec la crise sanitaire, elle est subie, mais aussi par choix, pour certains, suivre leur cursus en e-learning, et aussi sur les outils utilisés par les enseignants et les institutions. Et donc, dans cette méthodologie, je souhaitais vraiment croiser les approches, aussi bien quanti que quali, en pouvant analyser les traces écrites des étudiants et notamment, comme la mention précédente, à travers les forums, mais aussi en les interrogeant par questionnaire. Et je me suis très vite rendu compte que j'arrivais à une certaine limite au niveau des questionnaires qui ont été complétés par des entretiens et surtout par une approche ethnographique où j'ai pu suivre et accompagner les enseignants et les étudiants plusieurs années parfois au sein de leur dispositif e-learning. Alors, le constat et le postulat de départ deviennent gageurs maintenant, hein, de dire que le e-learning engendre une certaine évolution dans les pratiques et les tâches, que ce soit chez les étudiants ou chez les enseignants, bien évidemment, que ça brouille les repères de temps et d'espace habituels. Mais pourtant, certaines choses ne changent pas, c'est-à-dire qu'on impératif organisationnel de l'institution, du cadre scolaire et universitaire, et que la forme scolaire telle qu'on l'est continue malgré tout de rythmer le temps scolaire, et que le e-learning peut justement parfois complexifier les choses. Et pour mener cette recherche, j'ai souhaité m'appuyer sur différents travaux de chercheurs, notamment ceux de Coulon sur le métier d'étudiant, ceux de Mathias Millet sur également le travail des étudiants universitaires, et également sur les travaux d'Anne Barrère, qui, elle, s'intéressait davantage aux élèves, mais qui permettaient d'avoir un cadre analytique à transposer par rapport à mon objet. Ce métier d'étudiant estime qu'à l'université, un étudiant a besoin de s'affilier pour pouvoir réussir. Et cette affiliation, on va le voir, au contraire, elle s'accentue lorsqu'on parle de e-learning. Il faut connaître les règles, il faut connaître le fonctionnement, parfois plus difficile, et c'est souvent plus difficile en e-learning. Ce qui est paradoxal, c'est que dans l'enquête, quand je m'intéressais au point de vue des enseignants, pour eux, en tout cas pour certains, il s'agissait juste d'avoir certains automatismes. Et on voit ressortir certains mythes comme cette
X, Y, Z, comme vous voulez au niveau de la lettre, qui disent: ben voilà, mais finalement, c'est pas plus compliqué pour eux, ils sont habitués aux écrans et ça ira». Et pourtant, pour les étudiants, c'est bien un chemin de croix qui s'ouvre, devant eux, loin d'être aussi simple que ce que l'on pourrait imaginer par rapport à ça. Découvrir le métier, ben, dans, les étudiants pour le e-learning, c'est quelque chose qui débute, souvent avant et dans les choix qui sont posés. Or, souvent, les enquêtes, débutent sur l'activité, à travers la plateforme. Or, il faut savoir en France, puisque là, ils ont un choix, heu, pose un choix qui est souvent stratégique, dans ce choix du e-learning lié à des contraintes professionnelles, familiales, de distance, par exemple. Un choix aussi parfois stratégique, alors qui sera parfois, ou à non, estimant à tort ou à raison que le e-learning leur conviendra un peu mieux que l'enseignement présentiel. Et puis quand ce choix est posé, il s'agit de faire les premiers contacts, de s'approprier cet environnement numérique qui peut paraître à primitif, mais qui laisse souvent beaucoup d'étudiants en grande difficulté pour arriver à retrouver leurs repères, finalement, comme un étudiant qui, sur un campus, errait un peu partout à travers sa salle de classe. Mais on voit bien que les premières semaines, voire les premiers mois, ça reste une très, très grande difficulté de s'y retrouver sur une plateforme, quelle qu'elle soit. Ça devient très difficile aussi pour certains d'avoir des contacts, notamment quand il n'y a pas eu du tout d'enseignement présentiel et de contact, dans, le monde réel, je veux dire comme ça, et que ces premiers contacts, cette recherche, toute cette étape d'observation va durer pour certains plusieurs mois. On peut même imaginer qu'ici en novembre, certains étudiants, pour pas dire beaucoup, sont encore dans l'étape d'observation et de recherche, malheureusement. C'est aussi une étape qui, en e-learning, va laisser beaucoup d'étudiants sur le côté. On le voit dans beaucoup de formations e-learning, quand elles ne sont pas dans le cursus scolaire, cette découverte de l'environnement laisse, sur le carreau, beaucoup de participants. Et il faut apprendre ce métier et pour ce faire, l'étudiant doit franchir de nombreuses épreuves psychologiques, techniques, organisationnelles. Même si on estime que, de nouveau, les plateformes sont parfois intuitives ou pour reprendre, un propos dans un de mes entretiens, que ce sont quelques gimmicks à apprendre, il faut bien se mettre à la place de l'étudiant qui, pour lui, habitué à un smartphone, à une tablette, déposer un travail via Teams ou via Moodle n'est pas aussi, ce qui n'y paraît. Il faut aussi, en même temps, en plus de ces aspects techniques, comprendre les règles universitaires et institutionnelles et aussi celles qui sont propres au fonctionnement de l'e-learning. Ce sont des doubles règles qu'il faut alors apprendre tout en arrivant à dépasser certaines épreuves, comme finalement se représenter l'autre en situation de communication, trouver sa place dans un environnement virtuel qui n'est pas toujours s'approprier. Et donc, comment les étudiants vont essayer de dépasser ces épreuves? Certains vont mettre en place une routine de travail, c'est-à-dire refaire un cadre chez eux, dans leur environnement, qui est très proche finalement du planning scolaire qu'on va retrouver d'études universitaires ou autres. Cette routine, elle va leur permettre d'avoir une certaine organisation de travail et qui va se heurter très vite, pour certains, sur ce que j'ai appelé la nébulosité des attentes enseignantes, qui n'est pas du tout spécifique au e-learning, hein. On sait bien que les implicites scolaires sont une grande difficulté et source d'inégalités scolaires aussi. Mais pour les étudiants, lorsqu'on est en e-learning, parce qu'il n'y a pas tous cette gestuelle, ce non-verbal, cette insistance dans la voix qu'il peut y avoir sur une consigne ou une autre, ces discussions de couloir qui vont permettre, finalement de pouvoir savoir, quelles sont les réelles attentes, de l'enseignant. Apprendre le métier, c'est aussi, arriver à dépasser le monologue de l'enseignant, le monologue qu'on peut avoir seul sur un forum. Arriver à rentrer vraiment dans un aspect de dialogue, c'est-à-dire sortir d'une communication bilatérale
l'enseignant me pose une question, j'y réponds, etc. Et adopter, pour ce faire, certaines méthodes d'écriture, certaines facilités pour répondre et s'engager dans une discussion. Et néanmoins, apprendre le métier soulève encore d'autres épreuves, notamment beaucoup d'étudiants s'interrogeaient, et j'ai repris ici tel quel leur questionnement sur qui dirige le cours, en disant, ben voilà, il y en a certains qui, sur le forum, dans les visios, prennent tellement le pas, donc des étudiants, le pas sur ce que dit l'enseignant, que finalement, ils finissaient par se demander, mais qui est derrière? Est-ce qu'on doit co-construire le cours? Est-ce que c'est le prof qui dirige? Parfois à s'interroger, tout comme des enseignants d'ailleurs, sur la disparition du prof. Alors, j'aimais beaucoup l'apparition, c'est-à-dire que quand le prof s'effaçait de manière pédagogique et voulue dans son processus pédagogique, ça générait une énorme crainte. L'enseignant que l'on peut voir en présentiel, là, finalement, n'est visible que par ses interventions. Et cette disparition, même si elle est pédagogiquement voulue par l'enseignant, peut inquiéter et constituer une épreuve de plus pour l'étudiant. En continuant, les étudiants vont s'agréger, s'affilier, hein, comme le disent Van Gennep et Coulon. Ils vont rentrer dans cette communauté d'apprentissage, vont s'y investir, pour certains de plus en plus. C'est finalement ces étudiants qui sont visibles. Et quand on a 300 étudiants, ils ne sont qu'un faible pourcentage, 5 à 10% en moyenne selon les cours, mais c'est vraiment un pourcentage très, très variable. Ce sont ces étudiants qui participent, posent des questions, s'investissent. C'est ce qui fait la partie émergée de l'iceberg pour l'enseignant. Ils arrivent vraiment à faire la part des choses entre cet enseignement humain et à la fois virtuel par les parcours d'apprentissage. Ils s'octroient souvent eux-mêmes un rôle de tuteur, de collaboration, mais pour autant travaillent, comme ils le disaient eux-mêmes, en sous-marin. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ce côté syndrome Big Brother qui reste. Tout ce que je vais dire sur la plateforme, sur le forum, dans la visio pourrait être enregistré, mal interprété, etc. Et donc beaucoup, en fait, développent une technique, quand ils maîtrisent le métier, technique du sous-marin, c'est-à-dire qu'ils s'envoient entre eux via WhatsApp, Messenger et autres modalités de communication, des messages pour s'auto-analyser avant de le déposer de manière publique et afin d'éviter une épreuve qui est celle du verdict scolaire et celle de la critique des pairs. Les tâches des étudiants en e-learning, bah, finalement, ne changent pas énormément quand on les compare avec l'enseignement en présentiel. C'est un travail de régularité et d'assiduité. Simplement, les modalités changent, hein. Il faut se connecter, il faut lire beaucoup, lire les interventions, lire les consignes. Dans certains cours, il faut intervenir, discuter, produire des écrits. Tout cela va être excessivement variable d'un enseignant à l'autre, d'un cours à l'autre, mais ça reste des tâches de production et de réflexion qui sont au cœur de leur métier d'étudiant, mais tout comme il le serait dans le cadre habituel. La tâche qui apparaît la plus paradoxale, c'est celle de travailler le cours. Elle est très disparate et on le voit dans les travaux de Mathias Millet. Ce n'est pas une nouveauté, mais malgré tout, très difficile à gérer en e-learning dans certains cas où finalement les étudiants n'arrivent plus à faire la part des choses entre ce qui est le cours, ce que sont les supports annexes que peut apporter un enseignant, des invitations à développer certaines lectures, certaines ressources. Et finalement, beh, reste toujours, et ça fait partie de leur métier d'étudiant, ce spectre de l'évaluation finale. Qu'est-ce qui est dans mon cours pour arriver finalement à réussir? Et donc, pour certains, ça devient une tâche centrale de leur travail. Ils vont charger les PDF, télécharger les vidéos, les annoter, etc. Ils vont rester sur un rapport au savoir très standardisé. Pour d'autres, c'est paradoxal, ils estiment qu'à travers les échanges et le forum, il n'y aura plus besoin quasiment de lire le cours et qu'ils pourront se la
le paradoxe vient surtout en fait de cette dichotomie très très forte entre les uns et les autres, où voilà, ils optent les choses par rapport à ça. Je vais accélérer parce que le temps passe très vite. Cette gestion des tâches, etc., est très très disparate, bien que globalement, les espaces de discussion sont très souvent désertés par les étudiants, notamment par ce spectre du verdict scolaire, en se disant bah, il vaut mieux que je travaille le contenu plutôt que la participation, plutôt qu'une connexion, etc. Même si certains finissent par se connecter tous les jours, juste au cas où, pour reprendre ce qu'ils disent, l'enseignant vérifierait leur connexion de participation, limitant finalement leur participation à juste une connexion, pas à une intervention par rapport à ça. Je vais juste avancer un tout pour terminer sur ce modèle que j'ai essayé de développer pour mieux appréhender les choses en distinguant 4 figures chez les étudiants. Une figure des consommateurs, des négociants, des réfractaires et des producteurs. Alors les termes sont peut-être un peu mal choisis parfois, mais correspondent surtout à une approche du travail de ces étudiants en e-learning. Les consommateurs, finalement, organisent leur travail en fonction du verdict scolaire. Le e-learning vient se greffer en plus à ce travail, mais de manière relativement peu envahissante. Pour les réfractaires, par contre, ils subissent réellement ce e-learning et finalement toutes les tâches de connexion à la plateforme, de lecture, quelque chose de très lourd et donc qui leur pose de gros problèmes et ils finissent par s'opposer psychologiquement à la modalité. Les négociants, je dirais, on peut les appeler aussi de certains stratèges, c'est-à-dire qu'ils essayent et ils analysent bien à travers quel pan le e-learning peut être un moyen de rentabiliser le travail, notamment en s'appuyant sur les échanges dans le forum, etc., et une autre manière de s'approprier le cours. Et enfin, les producteurs, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont la partie immergée de l'iceberg, sont aussi des étudiants qui vont être particulièrement actifs, voire super actifs des interventions et au niveau de la place, avec le risque notamment d'avoir des étudiants qui s'essoufflent par rapport à ça très vite, enfin, sur le long terme. Et donc, pour conclure, heu, cette recherche à avoir une vision plus enrichie du e-learning, on pourra en débattre par la suite si vous le souhaitez, mais notamment sur toute la question de la présence, de l'absence, de l'abandon, dont l'enseignant doit à la fois se défaire par rapport à son modèle présentiel et où il faut pouvoir qu'une non-présence sur la plateforme n'est pas pour autant une absence ou un abandon. Que les apparences sont parfois trompeuses, hein. On a des étudiants qui ont très bien compris que déposer quelques minutes le forum peut donner un semblant de participation par rapport à ça, mais également qu'on a des risques de surtension chez les étudiants qui vont enrichir à ce point leurs tâches qu'ils vont finir par presque se dégoûter de leur cursus d'apprentissage, tellement semble lourd, etc. Et tout ça pour dire aussi qu'il faut pouvoir tendre vers de nouvelles approches pédagogiques, mais aussi communicationnelles, notamment dans la clarté des consignes, l'explicitation des choses, où on voit bien que le e-learning a tendance à amplifier certaines choses, et notamment la ou la mauvaise interprétation des consignes par rapport à l'enseignant. Je crois avoir tenu le timing. Merci, hein, merci vraiment, très intéressant comme exposé. Moi-même étant enseignant en bac 1 où je fais du projet avec 400 étudiants, je retrouve tous les éléments que vous avez décrits là et je retrouve en particulier les 4 types d'étudiants. Donc j'aurais certainement des questions à vous poser, là-dessus.